Bonjour Laurent, merci de nous accorder quelques instants pour parler du mois numérique à la romaine que vous allez lancer en mai au Muséoparc d'Alésia. Avant de commencer de parler de cet événement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours et puis nous rappeler aussi ce qu'est le Muséoparc? Euh, alors peut-être commencer par le Muséoparc, qui est un musée sur le site d'Alésia et qui présente une architecture contemporaine remarquable, puisqu'on vient de recevoir le label avec un Oui. architecte, Bernard Tchoumi, qui a créé de nombreuses œuvres, et notamment le musée d'Athènes, et qui a permis de construire un musée qui est circulaire, qui évoque à la fois la concentration et puis le rayonnement, concentration de la bataille et le rayonnement de la civilisation gallo-romaine, et qui incarne ce qu'est le site aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu où s'est déroulée la bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, et un, un site archéologique qui témoigne de cette ville gallo-romaine qui va arriver après cette peuplade gauloise des Monts du Bien. Une statue de Millet sur ce Vercingétorix trônant, de sa culture du 19e, sur son incarnation de héros. Et puis cette plaine qu'on appelle cette plaine des Laumes, où ont combattu des milliers de soldats, de légionnaires romains et de Gaulois. Et donc ce musée, il est intéressant parce que il se veut être, comment dire, dans une exigence de transmission des savoirs, à la fois sur sa capacité à expliquer ce fait historique, mais aussi à expliquer ce que peut être une collection, qui est l'histoire qui va des Gaulois à la Gaule romaine, donc cette forme de romanisation, et qui montre tout ce qui a fait, qui témoigne de tout ce qui a été ce site d'Alésia en termes de production artisanale, de vie politique dans différents domaines, et également donc notre capacité autour de ça à créer de l'événement, à créer une programmation avec toute une équipe, puisqu'on va en parler après, mais il faut savoir aussi se renouveler, il faut que le lieu soit accueillant, et cette transmission et cette passation de connaissances, il faut pouvoir la porter, la construire, il faut pouvoir un peu voilà, alors que ce soit par différents médiums d'ailleurs, et puis donc nous on a la chance d'avoir un parcours de visite qui est assez moderne, qui a été refait il y a 4 ans, et de pouvoir mettre en place des expositions temporaires dont la thématique va venir colorer l'ensemble de la programmation. Donc là, c'est la deuxième année, saison 2 de César, tous les chemins mènent à Rome. Donc on avait décidé de faire une exposition sur qu'était devenu César après la bataille d'Alésia et en quoi la bataille d'Alésia avait pu servir le projet politique de César. Donc voilà, Alésia aujourd'hui, c'est ça, c'est un site à la fois culturel, patrimonial, touristique, un site qui crée de l'attractivité sur son territoire, un site qui accueille beaucoup d'acteurs différents et qui travaille sur ce territoire de la Haute-Côte d'Or à valoriser ce que recherchent aussi les visiteurs aujourd'hui. C'est des visiteurs qui vont rechercher un petit parcours en séjour, et puis si on a la chance de pouvoir passer un peu de connaissances pour les grands et surtout aussi pour les petits, pour nous c'est très important. Voilà. Et puis mon parcours, il est de fait d'un historien d'art au départ à l'université de Dijon, avec un tiers de direction des affaires culturelles dans quelques villes, un tiers d'administration de théâtre et de festivals, notamment des arts de la rue, ce qui est un peu incongru pour le site d'Alésia, un tiers de direction d'équipement, que ce soit des jardins remarquables à Chamarandes et Méréville,
un musée de marque et puis des conservatoires de musique pour arriver avec, j'espère, le plus riche possible, arriver à diriger ce vaisseau amiral qu'est le site, le Muséoparc d'Alésia. Alors, on a parlé du mois numérique à la romaine, dans lequel vous allez utiliser donc en partie des technologies immersives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mois numérique, en quoi il va consister? Alors, l'idée nous est venue de créer de l'innovation, ce qui n'est pas, comment dire, si on peut imaginer que les musées, on sait bien, ces 15 dernières années ont énormément évolué, ont intégré beaucoup de multimédia pour certains, beaucoup d'écrans quelquefois, peut-être beaucoup trop quelquefois aussi. Et puis, on est venu en fait petit à petit à devoir faire des visites un peu théâtralisées, à mettre en place des ateliers. C'est-à-dire que ce lieu musée, il a, au fil du temps, plus été simplement un lieu de visite, mais un lieu où l'on vit, où l'on transmet et où on partage. Et puis, cette société, elle a évolué encore un peu plus ces derniers temps. Puisqu'on voit que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, voilà, les visiteurs ont de plus en plus envie de s'immerger, de vivre les choses par le biais de l'image, mais ça peut être aussi le son. Et ça peut être, et on voit encore, heureusement, encore beaucoup de gens qui veulent faire. On a beaucoup d'ateliers là en ce moment. Il y a des élèves qui sont en train de faire de la mosaïque romaine et il faut qu'il y ait cet équilibre. Et dans cet équilibre, si on peut créer des passerelles entre des créateurs contemporains, des créateurs du son et de l'image ou des créateurs de la nouvelle technologie pour venir servir le propos un peu antique ou le propos historique, c'est quelque chose qui ne se substitue pas mais qui vient se compléter. Il vient rajouter une couche de quelque chose qu'on aura vu dans le parcours permanent, dans une exposition temporaire, et on s'est dit, c'était intéressant aussi de créer de la surprise. Il fait un peu comme dans une symphonie musicale, vous avez des mouvements lents, des mouvements rapides, et il faut quelquefois pouvoir proposer dans un parcours de journée un petit mouvement un peu plus rapide ou un peu plus lent. Et donc, l'immersion, il y a beaucoup de choses qui se font, les carrières de lumière, où on rentre dans des blocs noirs et on est complètement absorbé par la lumière. Et il se trouve que nous, on avait envie de faire ça avec la culture romaine, alors parce que c'est encore une fois la thématique de l'année. Je pense qu'on y reviendra avec d'autres thématiques. Et donc, avec le studio Théorise à Lyon, qui ont l'habitude de faire les fêtes des Lumières à Lyon, qui ont l'habitude, là en ce moment, ils ont une installation à l'exposition de Luc Dunhomme à Lyon, des jeunes créateurs, et on leur a donné comme défi de dire voilà, prenez les motifs de mosaïque romaine, prenez les motifs des murs de villas romaines et faites-en quelque chose. Et on savait avec petit cahier des charges, c'est qu'on souhaitait absolument que le visiteur ne soit pas qu'un observateur dans un cube, mais par la manière dont il allait bouger, toucher, marcher, allait lui-même, maintenant on sait faire ça très bien avec des capteurs, allait lui-même produire quelque part son œuvre. Donc il y aura énormément de surprises, de pas qui vont diffracter ou recomposer des mosaïques, des jeux de mains qui vont sans doute faire s'envoler des oiseaux, des motifs de murs de villas romaines. L'idée étant que le visiteur soit acteur de son environnement, puisqu'on sera un peu dans un cube noir forcément, de son environnement, mais qu'au-delà de ça, il y ait une vraie dimension historique et scientifique en disant on est bien sur des vrais motifs de mosaïque et on est bien sur des vrais motifs de villas romaines. Et d'arriver à ce qu'on, sans avoir de villas romaines, d'être à l'intérieur et de pouvoir un peu composer, de jouer un peu avec les motifs, je pense que c'est toujours un point plutôt positif d'immersion, mais qui, encore une fois, ce n'est pour nous, ce n'est qu'une ponctuation un peu spectaculaire, un peu atypique,
Et encore une fois, je crois que le plus important, c'est d'aller pour nous, notre métier aujourd'hui, c'est de créer des passerelles et d'aller chercher des créateurs pour leur donner un cahier des charges qui puisse les amener, parce que eux, c'est la première fois qu'ils vont faire ça, qui puisse les amener à travailler avec une matière iconographique qui soit un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, c'est très intéressant, hein. Vous avez insisté sur l'aspect scientifique aussi des recherches archéologiques pour bien traduire la réalité de l'environnement de l'époque. Comment vous travaillez sur cette relation entre la réalité scientifique et le travail des artistes qui vont créer ensuite l'immersion, cette illusion finalement de réalité historique? Comment vous faites le curseur entre la partie scientifique et la partie imagination, création immersive? Il faut, alors on est plusieurs à le faire, mais je crois qu'il faut composer des équipes. Il y a l'équipe des créateurs, puis il y a l'équipe des sachants, puis il y a les sachants créateurs et les sachants qui vont travailler sur les contenus. Et donc, alors quelquefois on appelle ça un comité scientifique, quelquefois voilà, nous c'est l'équipe aussi du musée qui travaille beaucoup là-dessus. On a pu le faire aussi pour une autre installation qu'on a mis en place là il y a quelques semaines sur de la réalité superposée. Donc on a mis en place un comité scientifique. On est même pour la réalité superposée, on a même travaillé avec des reconstituteurs romains pour vraiment travailler avec les acteurs pour le vrai, le bon geste, le bon accessoire, etc. On a mis aussi en place une installation sonore où Vercingétorix raconte sa vision de la bataille et en fait on est allé rechercher les textes de la guerre des Gaules de César, on les a, voilà, rien n'a été interprété. Dès l'instant que l'on ne sait pas, on se permet pas d'interpréter, mais on dit on ne sait pas. Donc on n'en parle pas. Quand on ne sait pas, on n'en parle pas. Et là, de la même manière, il y a beaucoup de représentations. Hein. Là, les peintures des villas romaines sont très connues. Donc là, on était plutôt dans un territoire de connaissance assez facile. Mais ça a été plus long et plus, par exemple, sur la réalité superposée, les visiteurs peuvent voir des plans d'implantation de camps romains, ils peuvent voir la manière dont ils s'entraînaient et tout ça, on est allé rechercher des documents qu'ils voient sur leur téléphone. Donc, je crois que c'est toujours intéressant et cette confrontation, elle est très riche parce que il y a au départ un cahier des charges qui amuse d'ailleurs les créateurs. Quand les créateurs, on leur dit, voilà, vous allez travailler, vous allez confronter à des chercheurs, à des universitaires, à des archéologues. On a aussi une tablette, cette fois-ci, de réalité augmentée sur le site archéologique. Il faut arriver à composer des groupes qui puissent se parler. Alors, il faut quelquefois un peu de temps, mais c'est plutôt enrichissant de faire les deux. Alors, c'est intéressant puisque ça a probablement aussi amené d'autres technologies à l'intérieur du musée et peut-être vous avez travaillé avec les équipes du musée pour faire évoluer leur métier, leur mission en travaillant sur l'immersif. Est-ce que, alors je ne vais pas vous dire est-ce que ça a été facile, mais en tout cas, est-ce que l'évolution de ces compétences s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, on va dire, à mettre en place pour que tout soit le plus naturel possible? Alors, je reprends votre première remarque. Vous avez raison, c'est très positif du côté des créateurs, c'est très positif alors du côté de ce comité scientifique, mais c'est très positif pour les médiateurs et les équipes du musée qui en fait, nous, notre travail, un médiateur lui-même, il va être surpris. Ils le savent pas encore, ils savent qu'on fait ça, ils ont vu des images, mais ils savent pas à quel point ça va être immersif. Et donc d'emmener pour certains des classes en expliquant une villa romaine, en étant à l'intérieur d'une villa romaine, en faisant bouger le décor, je pense que certains, effectivement, vont sortir de leur zone un peu de confort, de leur zone habituelle, pour arriver à, voilà, à passer un message qui soit un peu différent. Donc, je crois que ça enrichit tout le monde. Après, l'acceptation,
elle vient encore une fois de l'explication, de se dire ça ne se substitue pas, mais ça se complète. Et à chaque fois, il faut trouver le bon équilibre. Je pense qu'on perdrait une équipe si on leur dit alors maintenant on enlève toutes les collections du musée et on fait que de l'immersif et du numérique, ce qui serait pas impossible à faire, mais ce serait hors nos métiers et on ne serait plus dans de la conservation, un parcours permanent et on montrerait pas des collections. Je pense que le plus intéressant aujourd'hui, encore une fois, dans ce qui est l'immersif, ce qui est l'intelligence artificielle, c'est en fait on apprend un nouveau métier. On apprend un métier d'alchimiste. Notre métier aujourd'hui, c'est d'aller composer. Avant, souvent on a démarré sur le multimédia, on avait un écran, on écrivait un contenu et on le diffusait sur l'écran. Aujourd'hui, encore une fois, on est apprenti sorcier. Et on va chercher 3 brins de son, on va chercher un peu d'image, on a des gens qui travaillent avec des capteurs, on peut y intégrer de la réalité augmentée, on peut y intégrer de l'intelligence artificielle et tout ça, c'est à nous de composer cette recette pour encore une fois qu'il soit au service des publics et du projet. Il ne faut pas se laisser absorber par le médium, il faut l'utiliser pour servir une cause. Et à ce moment-là, tout le monde comprend bien où on va. Comment dire, quand on fait de la réalité superposée pour expliquer la vie des camps romains, notamment en plein milieu de la plaine où se sont battus les Romains et les Gaulois, on a 100 mètres de reconstitution de lignes de fortification, mais qu'il n'y a rien au milieu. Et quand vous portez votre téléphone, vous les voyez devant vous et ils dialoguent avec vous. Ça ne se substitue pas à ce que vous avez vu dans le parcours permanent. Vous aurez vu des casques, des équipements, vous aurez vu les CP, vous aurez vu des pièges, etc. Ça vient le rendre vivant d'une autre façon et compléter votre parcours. Et quelquefois, ça vient aussi donner des clés de lecture à des gens qui auront peut-être plus accroché au parcours permanent ou qui auront plus accroché à la partie multimédia. Il nous faut absolument aller chercher tout type de public et leur donner de quoi passer un moment de plaisir de transmission. Donc encore une fois, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais c'est nos métiers changent un peu. Nos métiers, ils doivent effectivement conserver, montrer une collection, être dans des exigences de sûreté, de conservation, d'exposition, d'exigences scientifiques, mais nos métiers, quelquefois aussi maintenant, ils peuvent dire, on va aller, on fait un pas de côté, vous en donne un peu plus, parce qu'on peut vous immerger, on peut vous faire dialoguer aujourd'hui avec des personnes connues, parce que l'intelligence artificielle nous permet d'aller compiler des milliers et des milliers de documents qui font que, voilà. Donc, encore une fois, c'est une alchimie qu'on doit s'imposer pour trouver le bon équilibre. Alors, c'est intéressant, vous, de votre expérience, comment vous voyez plus généralement l'évolution de l'utilisation de l'immersion justement dans les musées, les lieux de culture, aussi de patrimoine, tous ces lieux où il y a une nécessité de médiation, qu'elle soit culturelle, historique ou scientifique. Est-ce qu'on va vers une espèce d'hybridation globale où finalement le réel et le virtuel vont se parler pour amener une expérience? Est-ce qu'on va aller vers des expériences qui pourraient, pourquoi pas, pour les visiteurs, se passer avant la visite, pendant la visite, après la visite? Quel est votre sentiment sur l'évolution de l'utilisation de ces technologies? Le sentiment que j'en ai, c'est et j'espère peut-être, c'est plus qu'un sentiment, c'est un souhait, c'est qu'on n'aille pas vers quelque chose. Qu'on n'aille pas vers le numérique ou voilà, parce que on aura tous tendance à se dire oh là là, mais ça me fait peur, on veut pas y aller. Je pense qu'au contraire, il faut pas avoir peur d'y aller, mais comme je le disais, chaque lieu a sa spécificité. Qui on est, pour quel type de public on parle.
vous avez des centres d'art contemporain qui travaillent pour un public d'initiés et ils garderont leur méthodologie. Vous avez quelquefois des lieux de conservation fantastique où il faut surtout pas aller plus loin que l'objet. Je pense que quand je parlais d'alchimie, il faut aussi beaucoup de conscience de savoir est-ce que vous êtes au milieu d'une métropole, est-ce que vous êtes, nous on est au milieu urbain, on a un paysage autour de nous, il faut mettre en scène, on a un lieu de récit. Vous allez, je vous donne un autre exemple, quand vous allez à Verdun, vous entendez le récit, on vous lit les courriers des combattants, parce que les gens ont besoin de cette relation aux combattants, et c'est important qu'on puisse comprendre. Donc chaque lieu a sa spécificité. Et encore une fois, il faut utiliser ces médiums en fonction des publics. Je pense qu'il ne faut pas oublier les publics. On parle beaucoup d'œuvres, bien évidemment, mais il faut que ces médiums servent les publics. Est-ce qu'ils sont grands ou pas grands? Est-ce qu'ils viennent en famille? Nous, on a 80% de gens qui viennent ici en famille. Eh bien, c'est important de tenir compte qu'à un moment donné, ces petits, il va falloir aussi qu'ils partagent avec leurs parents. Donc, il faut trouver ces passerelles. Donc, je ne pense pas qu'on aille vers. On n'ira pas vers. On ira, j'espère qu'on ira avec. Il faut qu'on fasse avec et avec plusieurs choses. Et encore une fois, les responsables d'établissement que nous sommes, on doit absolument avoir beaucoup de discernement. Est-ce qu'il faut quelquefois avoir un parcours théâtralisé? Ça vaut peut-être mieux. Un parcours sonore, ça vaut peut-être mieux. Peut-être du numérique, de l'immersif. Bon, tout dépend du lieu. Je crois qu'il faut vraiment pouvoir analyser ce qu'on est et pour qui on travaille. J'aimerais aussi vous poser une dernière question, parce que vous avez mis en place un certain nombre d'expériences avec différentes technologies au Muséoparc. Et toutes les technologies ont des limites, forcément, quelquefois un peu frustrantes pour celui ou celle qui veut faire l'expérience. Si vous aviez une baguette magique pour lever une contrainte technologique qui vous a empoisonné la vie dans la mise en place des expériences, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, je pense que, je vais prendre la première partie de votre question. Je pense que c'est bien que ces supports multimédia ou que tous ces supports numériques, ils évoluent et qu'ils aient une forme d'obsolescence. Je trouve ça très, très bien. Parce que quelque part, ça nous oblige, un peu l'erreur qu'on a pu faire il y a 10-15 ans, avec ces fameux écrans. On a cru que ces écrans, ils resteraient toujours. De tenir compte de cette obsolescence. Je pense qu'il faut qu'on arrive dans nos manières de travailler, dans nos parcours, quand on conçoit un parcours, que ce soit un parcours permanent ou bon, c'est moins difficile dans une exposition temporaire, mais notamment pour un parcours permanent, c'est d'imaginer des zones de latence, des zones de création qui puissent être des temps de respiration qui nous permettent de faire évoluer les dispositifs. Ça, c'est extrêmement important, de prendre en compte l'obsolescence des dispositifs en disant, ben là, je place ça, mais dans 5 ans, j'aurai à le remplacer. Et pour moi, c'est très positif, c'est très motivant, mais il faut l'intégrer. Alors, nous, on commence, nous, une salle avec un hologramme. Il y a un hologramme qui se combine avec une projection dans un écran semi-sphérique. L'hologramme, je pense que dans quelques temps, il sera passé de mode, il aura plus beaucoup de sens. Tant mieux, on continuera de se servir de cette pièce et peut-être qu'on y inventera une autre chose. Donc, encore une fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à aller chercher de ce qui se fait de mieux, de plus intéressant, de plus créatif, de plus innovant, et de mélanger ça, encore une fois. Et nos métiers, ils sont plus simplement conservateurs de musées, conservateurs de collections. Mais pour passer de la connaissance, il faut aujourd'hui, ça nous oblige à aller chercher
plein de supports. Il y a aujourd'hui des festivals, le Lab le numérique. Il y a des festivals très importants en Europe qui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur à aller se plonger là-dedans pour se dire, bah tiens, ça pourrait nous servir. On a souvent travaillé sur le mapping. Aujourd'hui, le mapping continue. On voit que, je vous dis, le mapping, ben, on influe sur le mapping. Vous avez beaucoup d'expositions d'art contemporain. Quand vous avancez, vous faites bouger des motifs. Vous avez beaucoup la danse contemporaine qui a utilisé cette projection. Vous avez beaucoup de secteurs artistiques. Et ça, c'est bien. Mais je pense qu'il il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de côté négatif. Il faut intégrer la progression de ces supports et il faut travailler avec. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. C'était vraiment intéressant de comprendre comment vous avez mis en place toutes ces expériences et quelle est leur finalité, finalement, pour le musée au parc. Donc, on rappelle que le mois à la romaine, le mois numérique à la romaine commencera en mai. Oui, et tout le mois de mai. Voilà, et qu'il y a plein de choses à découvrir au musée au parc. Donc, si vous allez au musée au parc, prenez le temps de bien profiter de l'endroit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.